On n'enterre pas seulement des morts sous Jérusalem, on y enterre des vérités. Et le plus troublant, c'est que, dans cette ville, plus on creuse, moins on est sûr de comprendre ce qu'on vient de trouver. Sous les ruelles de la vieille ville, sous les pierres polies par les pèlerins, sous les prières murmurées depuis des siècles, il existe un autre Jérusalem, un Jérusalem enfoui. Un Jérusalem de vide, de galeries, de citernes, de couloirs taillés dans la roche, de passages rebouchés, de salles oubliées, de conduits assez étroits pour faire ramper un homme, et d'espaces assez vastes pour faire naître les rumeurs les plus dangereuses. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des tunnels sous Jérusalem. Ça, on le sait. Le problème, c'est qu'aucune autre ville au monde ne transforme une simple galerie souterraine en question religieuse, historique, stratégique, presque apocalyptique. Parce qu'ici, chaque pierre est une preuve pour quelqu'un, une provocation pour quelqu'un d'autre, et un scandale potentiel pour tout le monde. Quand on prononce les mots « tunnel secret sous Jérusalem », l'imagination part immédiatement dans tous les sens. On pense à des trésors du temple, à l'arche d'alliance, à des archives cachées, à des passages empruntés par des prêtres, des rois, des conspirateurs, des chevaliers, des espions. On imagine des portes murées, des objets sacrés dissimulés au dernier instant avant une invasion, des manuscrits laissés à l'abri du feu des empires. Et pour une fois, le fantasme ne naît pas de rien. Car Jérusalem possède réellement un réseau souterrain immense, formé au fil des siècles par des ouvrages hydrauliques, des carrières, des citernes, des galeries de soutènement, des tunnels d'accès, des voies religieuses, des cachettes de guerre et des constructions de différentes époques, du bronze ancien à l'ère islamique, en passant par les périodes bibliques, hellénistiques, romaines, byzantines, croisées et ottomanes. Alors la vraie question n'est pas « y a-t-il des tunnels ?» La vraie question est « lesquels sont connus, lesquels sont interprétés, lesquels sont interdits et lesquels ont disparu juste assez proprement pour donner envie de croire qu'ils ne l'ont pas fait par hasard. » Commençons au bon endroit. Pas avec une légende, avec une réalité simple, presque brutale. Jérusalem a toujours eu un problème d'eau. Et une ville qui manque d'eau finit par devenir une ville qui pense sous terre. Bien avant les grands récits religieux, avant les pèlerinages de masse, avant les croisades, avant les drapeaux et les slogans, les habitants de la colline de Jérusalem devaient survivre. La source de Gihon, sur le flanc de la cité ancienne, était vitale. Mais une source, à ciel ouvert, c'est aussi une faiblesse. En cas de siège, sortir chercher de l'eau peut coûter une ville entière. Alors les anciens ont fait ce que font les civilisations qui veulent durer. Ils ont percé la roche. Ils ont créé des systèmes d'accès protégés, des passages fortifiés, puis plus tard, des conduits et des tunnels. C'est l'un des premiers grands indices pour comprendre le sous-sol de Jérusalem. Au commencement, ce n'est pas le mystère qui creuse, c'est la nécessité. Mais à Jérusalem, la nécessité ne reste jamais seulement pratique. Elle devient mémoire, puis symbole, puis bataille d'interprétation. Prenons le tunnel de Siloé, souvent associé au roi Ézéchias. Ce conduit, taillé dans la roche au 8e siècle avant notre ère, selon la datation généralement acceptée, reliait la source de Gihon au bassin de Siloé, afin d'assurer l'approvisionnement en eau de la ville. Une inscription découverte près de la sortie du tunnel au 19e siècle raconte même le moment où deux équipes de tailleurs se rejoignent à l'intérieur de la montagne. Avoue que c'est déjà presque cinématographique. Des hommes avancent à l'aveugle dans la pierre, depuis deux directions opposées, écoutent les coups de marteau à travers la roche et finissent par se rencontrer sous la terre. Ce n'est pas juste un exploit technique. C'est une image de Jérusalem tout entière, deux mondes séparés par la pierre,
condamnés à s'entendre sans jamais vraiment se voir. Et pourtant, ce tunnel pourtant célèbre n'est pas celui qui excite le plus les imaginations. Celui qui déclenche les récits les plus fiévreux se trouve plus au nord, autour de l'esplanade que les Juifs appellent le mont du Temple et que les musulmans connaissent comme le Haram al-Sharif, où se dressent aujourd'hui le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ce lieu n'est pas seulement sacré, il est saturé de couches de mémoire. Pour le judaïsme, c'est l'emplacement des premiers et seconds temples. Pour l'islam, c'est l'un des lieux majeurs du récit du voyage nocturne. Pour l'histoire politique moderne, c'est une zone où le passé, le droit, l'archéologie et la souveraineté se déchirent sans cesse. Et sous cette plateforme, derrière ces murs de soutènement, autour de ses fondations et dans ses abords immédiats, s'étendent des espaces souterrains réels, étudiés en partie depuis le XIXe siècle, mais entourés d'une telle sensibilité que la moindre excavation peut provoquer une crise. C'est ici qu'entre en scène un homme qui a, sans le savoir, donné du carburant à un siècle et demi de spéculation. Charles Warren. Dans les années 1860, cet officier et explorateur britannique mène pour le Palestine Exploration Fund des investigations souterraines décisives à Jérusalem. Son travail a posé une partie des bases de la topographie archéologique de la ville ancienne et du secteur du mont du Temple. Il descend dans des puits, suit des cavités, cartographie des structures, mesure, observe, compare. Il pénètre un monde que presque personne n'avait étudié avec cette méthode. Et quand un homme comme Warren ressort de sous Jérusalem avec des notes, des plans, des descriptions de couloirs, de réservoirs, de vides sous la surface, il se passe quelque chose d'inévitable. La science commence et le mythe se jette dessus comme un vautour élégant. Pourquoi ? Parce qu'un plan archéologique est souvent plus dangereux qu'une légende. Une légende, on peut s'en moquer. Un relevé précis, on doit l'expliquer. Warren n'a pas trouvé l'arche d'alliance. Il n'a pas ouvert une chambre secrète pleine d'or. Il n'a pas brandi un rouleau maudit devant la lumière d'une torche. Ce qu'il a fait est plus sérieux et en un sens plus explosif. Il a prouvé que le sous-sol de Jérusalem, surtout autour du mont du Temple, était beaucoup plus complexe que l'image lisse de la surface. Il a montré que sous les récits, il y avait de la matière. Sous la matière, des structures. Et sous les structures, la possibilité d'autres structures encore. À partir de là, les hypothèses deviennent presque inévitables. Si des galeries existent, à quoi servaient-elles exactement ? Si certaines étaient hydrauliques, d'autres ne l'étaient peut-être pas. Si certaines étaient publiques, d'autres pouvaient être réservées. Si certaines reliaient des points techniques, d'autres ont peut-être relié des points sacrés. Et si des générations successives ont réutilisé des espaces plus anciens, alors ce qu'un roi a commencé comme tunnel d'eau a pu devenir, des siècles plus tard, une cachette, un passage de service, un lieu rituel, un abri ou une légende en pierre. C'est là qu'il faut être honnête. Une grande partie des récits populaires mélangent des choses très différentes. Les tunnels du mur occidental, par exemple, existent bel et bien. Ils permettent aujourd'hui de parcourir les portions enfouies du mur de soutènement occidental de l'esplanade, de voir des arches monumentales, d'anciens canaux, des citernes et des espaces souterrains impressionnants. Mais ce ne sont pas des tunnels secrets au sens romanesque du terme. Ce sont surtout des zones archéologiques et de circulation, révélant des parties cachées d'un ensemble monumental antique. Le problème, c'est qu'à Jérusalem, même une structure de soutènement finit par ressembler à un secret d'état théologique. Et parfois, ce n'est pas seulement une impression. En 1996, l'ouverture d'un accès lié au tunnel du mur occidental
a contribué à déclencher de violents affrontements parce que beaucoup y ont vu non pas une décision technique ou touristique, mais une intervention dans l'équilibre extrêmement fragile du lieu. Voilà l'un des grands pièges de Jérusalem. Ici, un percement de quelques mètres peut être interprété comme une déclaration de guerre symbolique. Une sortie de tunnel devient un message. Une fouille devient une revendication. Une pierre déplacée peut être lue comme une tentative d'effacer la mémoire d'un autre. Alors, quand certains disent qu'il existe des tunnels secrets sous Jérusalem, ils ne parlent pas seulement d'architecture. Ils parlent du pouvoir de décider ce qui sera visible et ce qui restera enfoui. Et c'est beaucoup plus grave. Parce que cacher un objet, c'est une chose. Cacher un accès à l'histoire, c'en est une autre. Regarde la logique de cette ville. Dans la plupart des lieux antiques, une découverte archéologique enrichit le récit. À Jérusalem, elle peut le contredire. Or, un récit religieux, national ou civilisateur qui se sent contredit ne réagit pas toujours comme un chercheur serein. Il se crispe, il sélectionne, il hiérarchise, il protège ce qui l'arrange et se méfie du reste. Résultat, le sous-sol de Jérusalem n'est pas seulement un terrain d'étude. C'est un champ de tension entre ce qu'on peut démontrer, ce qu'on soupçonne, ce qu'on espère et ce qu'on refuse d'autoriser. C'est pour ça que les rumeurs ne meurent jamais ici. Elles respirent par les fissures de la roche. Certaines parlent de chambres où auraient été dissimulés des objets du temple avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, puis peut-être avant la destruction du second temple par les Romains. D'autres imaginent des archives sacerdotales. D'autres encore évoquent des passages utilisés par des prêtres ou des résistants. Historiquement, il faut distinguer les faits des extrapolations. Nous savons que Jérusalem possède de nombreux espaces souterrains antiques, que des systèmes hydrauliques et des cavités ont été aménagés, que des objets et installations liés au culte, au stockage et à la défense ont existé dans divers secteurs de la ville. Nous savons aussi qu'une partie des manuscrits les plus célèbres de l'Antiquité, les manuscrits de la Mer Morte, comprend le fameux rouleau de cuivre, texte atypique qui énumère des lieux de dépôt de richesses, même si son interprétation reste discutée. Et c'est précisément ce genre d'objet qui alimente l'idée que le sous-sol de Judée et de Jérusalem a pu servir de coffre-fort à une mémoire plus vaste que celle conservée en surface. Tu vois le mécanisme? Un seul texte ancien mentionne des caches, et immédiatement la ville entière se transforme, dans l'imaginaire, en serrure géante. Mais le plus fascinant n'est pas l'or. Franchement, l'or attire les aventuriers, pas les civilisations. Ce qui fait peur, ce sont les textes. Un trésor métallique enrichit quelques hommes. Un texte ancien peut humilier des siècles d'interprétation. Imagine un instant qu'une chambre scellée soit découverte sous une zone liée au temple. Pas une chambre vide. Une chambre avec des archives, des inventaires, des fragments liturgiques, des correspondances, des versions anciennes de traditions connues, seulement sous forme tardive. À partir de cet instant, la question ne serait plus seulement archéologique. Elle deviendrait immédiatement théologique, politique, diplomatique, presque psychologique. Qui lit en premier? Qui traduit? Qui authentifie? Qui publie? Qui ralentit? Qui accuse l'autre de manipuler? Qui décide de la version officielle? Personne n'aurait le luxe de traiter ça calmement. Et c'est peut-être pour cela que, dans l'imagination contemporaine, les tunnels de Jérusalem sont moins associés à des trésors qu'à des vérités dangereuses. Jérusalem ne cache pas seulement des objets. Elle cache la possibilité d'un désordre narratif. Ajoute à cela un autre détail souvent négligé. La ville a été détruite, reconstruite, remblayée, rehaussée,
resacralisé, occupé, réoccupé. Chaque époque a bâti sur l'autre. Ce que nous appelons aujourd'hui rue, cave, fondation ou sous-sol peut être, selon la profondeur, l'ancien niveau de circulation d'une autre Jérusalem. Voilà pourquoi les fouilles de la ville donnent souvent cette sensation étrange. On ne descend pas seulement dans la terre, on descend dans des versions concurrentes de la ville elle-même. Et dans une ville faite de versions concurrentes, les tunnels deviennent presque inévitables. Pas seulement physiquement, mentalement. Ils sont la forme architecturale parfaite du doute. Un tunnel n'est ni une place publique, ni un sanctuaire visible. C'est un entre-deux. Il relie sans montrer. Il permet le passage sans l'exposition. Il est le contraire exact du monument triomphal. Un monument dit « Regardez », un tunnel dit « Suivez-moi, mais pas tous à la fois ». Peut-être est-ce pour cela que tant de civilisations dans les lieux sensibles ont choisi le souterrain pour ce qu'elles voulaient protéger, déplacer ou nier. À Jérusalem, cette logique atteint son sommet. Ici, le sous-sol sert à l'eau, à la survie, au culte, à la défense, à l'économie des circulations, mais aussi à la gestion de l'inavouable. Et l'inavouable ne veut pas toujours dire scandaleux. Parfois, cela veut simplement dire trop lourd pour la surface. Alors qu'est-ce qui pourrait vraiment se cacher sous Jérusalem? Des galeries que l'on connaît déjà, mais dont le sens reste débattu. Des structures documentées partiellement, parce qu'on ne peut ou ne veut pas fouiller davantage. Des cavités naturelles réutilisées au fil des siècles. Des aménagements perdus dans le chaos des destructions anciennes. Des zones dont l'étude devient immédiatement un conflit diplomatique. Et, oui, peut-être aussi des espaces dont personne ne parle publiquement avec enthousiasme, parce qu'ouvrir certaines questions ici revient à toucher directement au cœur battant de plusieurs mondes à la fois. Le plus étrange, c'est que le mystère n'a même pas besoin d'être total pour être puissant. Il suffit d'une porte fermée, d'un couloir condamné, d'un plan incomplet, d'un rapport publié à moitié, d'un accès refusé pour des raisons de sécurité, de préservation ou de souveraineté. À Jérusalem, le silence administratif produit parfois plus d'imagination qu'un roman entier. Et ça, les vieilles pierres le savent très bien. Car sous cette ville, il n'y a pas seulement des tunnels. Il y a une hiérarchie de permissions, des gens qui peuvent entrer, d'autres qui peuvent mesurer, d'autres qui peuvent publier, d'autres encore qui peuvent seulement croire, soupçonner ou raconter. Et quand la vérité dépend autant du droit d'accès, le mystère change de nature. Il n'est plus seulement ancien, il devient contemporain. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler sérieusement des tunnels de Jérusalem comme d'un simple sujet d'archéologie spectaculaire. Ce serait trop facile, trop propre, trop confortable. Non. Les tunnels sous Jérusalem forment un miroir. Ils renvoient une question bien plus dérangeante que celle des trésors cachés. Que cherchons-nous vraiment quand nous voulons creuser ici? La preuve d'un passé, la confirmation d'une foi, l'avantage dans une bataille mémorielle, ou quelque chose de plus embarrassant encore, le droit de dire que notre version du monde était là avant celle des autres. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça, le grand secret de Jérusalem. La ville souterraine ne cache pas seulement des objets, elle cache nos intentions, et ce n'est que le début. Dans la suite, on descendra plus profondément encore, vers les galeries les plus controversées, les récits de passages interdits, les hypothèses sur les chambres scellées du mont du Temple, les souvenirs des croisés, les trésors imaginés, les archives rêvées, et cette idée obsédante qu'à Jérusalem, le couloir le plus dangereux n'est pas toujours celui qui s'enfonce le plus loin sous terre, mais celui qui relie une découverte à une vérité que personne n'est prêt à laisser sortir.
il y a des villes qui se visitent avec une carte. Jérusalem, elle, se visite avec une superposition de cartes contradictoires, des cartes qui ne veulent pas coïncider, comme si chaque siècle avait laissé derrière lui non pas une couche, mais une contestation. Et plus on s'approche du cœur souterrain de la ville, plus cette sensation devient physique. Car il existe un endroit où l'idée même de tunnel cesse d'être un simple fait archéologique pour devenir une ligne électrique nue. L'environnement immédiat du mont du Temple ou du Haram al-Sharif. Là, chaque cavité intrigue, chaque voûte soulève une question. Chaque anomalie de maçonnerie semble murmurer « Tu crois regarder de la pierre, mais tu es en train de toucher à une mémoire armée. » C'est peut-être pour ça que tant de récits autour de Jérusalem ressemblent à des récits de siège, même lorsqu'il n'y a pas d'armée visible. On a l'impression que tout le monde attend quelque chose. Une ouverture, une découverte, une preuve ou une erreur irréversible. Quand on parle des souterrains près du mont du Temple, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le plateau que l'on voit aujourd'hui n'est pas un simple sommet naturel auquel on aurait ajouté 2 ou 3 monuments. C'est une esplanade monumentale, transformée, agrandie, soutenue, structurée au fil du temps, notamment à l'époque hérodienne, avec d'immenses murs de soutènement, des remblais, des arches, des espaces de circulation et toute une ingénierie qui, par définition, crée aussi des volumes cachés, des zones d'appui, des cavités, des galeries techniques, des citernes et des accès secondaires. Ce n'est pas seulement un lieu saint, c'est aussi une prouesse architecturale. Et toute prouesse architecturale de cette ampleur laisse derrière elle un revers invisible. Autrement dit, si la surface impressionne, le dessous est forcément complexe. C'est là que commencent les malentendus. Beaucoup de gens imaginent sous l'esplanade un immense labyrinthe intact, comme dans un film où des prêtres auraient verrouillé des salles entières avant de disparaître. La réalité est plus subtile, et c'est précisément ce qui la rend plus troublante. Sous et autour de cette zone existent bien des espaces multiples, citernes anciennes, sous-structures, voûtes, couloirs, zones remblayées, cavités naturelles réutilisées, secteurs accessibles à certaines périodes, d'autres non, certaines parties documentées, d'autres beaucoup moins. Il ne s'agit pas forcément d'un réseau linéaire continu comme un métro antique. C'est souvent un ensemble discontinu, fragmentaire, reconfiguré par les siècles. Mais pour l'imaginaire humain, quelques vides bien placés suffisent largement à créer un continent entier de soupçons. Et à Jérusalem, les soupçons ont une endurance remarquable. L'un des motifs les plus persistants concerne les salles scellées. Pas seulement des tunnels de circulation, mais des chambres. Des lieux faits non pour passer, mais pour conserver. L'idée est séduisante, presque irrésistible. Un couloir sert à relier. Une chambre sert à garder. Et qu'est-ce qu'une ville comme Jérusalem aurait pu vouloir garder, sinon ce qu'elle considérait comme trop sacré, trop dangereux ou trop précieux pour être exposé? C'est ici que le temple entre dans la conversation, et avec lui, une sorte de vertige. Le premier temple, associé à Salomon dans la tradition biblique, puis le second temple, reconstruit après l'exil et profondément transformé à l'époque d'Hérode, occupe dans l'imaginaire occidental et proche-oriental une place à part. On ne les voit pas seulement comme des bâtiments perdus, on les voit comme des centres de gravité disparus. Et quand un centre de gravité disparaît, on suppose presque automatiquement qu'il a laissé une chambre résiduelle quelque part, un noyau de survie, un lieu où quelque chose a été sauvé au dernier moment. Et c'est de là que viennent tant d'hypothèses sur des dépôts cachés, objets liturgiques, archives sacerdotales, pièces du mobilier sacré, inventaires, trésors du sanctuaire,
ou traces de rituels dont les versions connues seraient incomplètes. Historiquement, nous ne possédons pas de preuves directes établissant qu'un tel dépôt intact du temple a été retrouvé sous le mont. Mais l'absence de preuves n'éteint pas la question. Dans ce cas précis, elle l'alimente. Parce que le scénario est plausible sur le plan humain. Imagine la panique d'une ville menacée. Imagine des prêtres, des administrateurs, des gardiens, des hommes qui savent qu'une armée approche, qu'un siège se referme, que le sanctuaire risque d'être pillé ou détruit. Que ferait-on dans un tel moment? On essaierait de sauver ce qui peut l'être, pas tout, pas les colonnes, pas les murs, mais les objets portables, les textes, les éléments symboliques, peut-être les plus compromettants aussi. On les déplacerait, vite, de nuit, en silence, vers un endroit connu d'un très petit nombre. Et si cet endroit se trouvait déjà dans un sous-sol ancien, pratique, sec, protégé, alors la frontière entre hypothèse raisonnable et récit presque mythique deviendrait très mince. Le problème, évidemment, est qu'une hypothèse plausible n'est pas une preuve. Et c'est précisément dans cet espace-là que Jérusalem prospère, sur le fil entre le crédible et l'insaisissable. Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Dans beaucoup de villes antiques, une zone inaccessible excite la curiosité. À Jérusalem, elle attire immédiatement les narrations concurrentes. Chacun veut savoir ce qui pourrait s'y trouver, mais pas seulement pour le plaisir de savoir. Ce qui compte, c'est ce que cette découverte permettrait de confirmer, d'infirmer, d'humilier ou de sacraliser. C'est pour cela que certains couloirs ont une importance presque disproportionnée. Non parce qu'ils seraient vastes, non parce qu'ils contiendraient déjà quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'ils approchent de points névralgiques. Un passage situé à quelques mètres d'un lieu sacré n'est jamais seulement un passage. Il devient une question. Qui l'a creusé? Quand? Pourquoi faire? Relie-t-il un espace connu à un espace interdit? Était-il utilitaire, défensif, rituel? Et si on ne le sait pas, qui bénéficie le plus de cette ignorance? C'est là que les récits se durcissent. Certains imaginent des tunnels utilisés par les prêtres pour des déplacements discrets à l'intérieur de l'enceinte sacrée. L'idée a quelque chose de presque inévitable. Une institution religieuse complexe, active, hiérarchisée, avec des zones plus ou moins accessibles, des besoins logistiques, de l'eau à gérer, des objets à transporter, des préparations rituelles, des contraintes de pureté. Tout cela rend l'existence de circulation fonctionnelle tout à fait pensable. Ce qui devient plus spéculatif, c'est le saut de ces circulations vers les histoires de chambres inviolées ou de secrets théologiques enfouis. Mais à Jérusalem, ce saut est toujours tenté, parfois même avant l'élan. Ajoute à cela le rôle des croisades. Les croisés n'ont pas seulement occupé Jérusalem, ils l'ont relu. Ils ont interprété ces espaces selon leurs propres besoins spirituels, militaires et symboliques. Quand une civilisation conquérante entre dans une ville saturée de sacré, elle ne se contente pas d'utiliser les bâtiments, elle réécrit les cartes mentales. Des souterrains déjà anciens peuvent changer de sens. Une citerne devient une salle supposée. Une salle devient un reliquaire potentiel. Un couloir devient la trace d'un savoir perdu. Et les récits croisés, même lorsqu'ils sont imprécis ou tardifs, ont joué un rôle immense dans l'alimentation de l'idée que Jérusalem était percée de passages réservés à des usages exceptionnels. C'est aussi à cause de cette accumulation de réinterprétations que certaines légendes paraissent si résistantes. Elles n'ont pas besoin d'être vraies à 100%. Il leur suffit d'avoir été racontées par des gens de périodes différentes, chacun ajoutant une couche de conviction au récit précédent. Prenons l'exemple des chevaliers du Temple, les Templiers. Dès qu'on prononce leur nom dans le contexte de Jérusalem, l'imagination du public se met à galoper comme un cheval qui aurait lu trop de romans.
Trésors cachés, fouilles secrètes, objets sacrés retrouvés, savoirs anciens transmis en silence, tout y passe. Historiquement, les Templiers furent installés sur l'esplanade et utilisèrent en partie l'ancienne mosquée Al-Aqsa comme quartier général, d'où le lien symbolique très fort avec le temple de Salomon dans leur identité. Cela suffit pour que, des siècles plus tard, on imagine qu'ils aient exploré, voire découvert, des structures souterraines exceptionnelles. Le problème, là encore, c'est la disproportion entre ce que l'on peut raisonnablement supposer et ce que le mythe affirme avec une insolente confiance. Oui, il est probable que des occupants médiévaux aient eu accès à certains espaces souterrains. Oui, il est logique qu'ils aient observé, réutilisé ou modifié des structures existantes. Mais, entre cela et l'idée qu'ils aient découvert l'Arche d'Alliance, un évangile secret ou des preuves renversant l'histoire religieuse du Proche-Orient, il y a un canyon. Un canyon que l'imaginaire franchit en 3 secondes, avec la grâce d'un acrobate et le sérieux d'un marchand de talismans. Et pourtant, même lorsqu'on écarte les versions les plus extravagantes, quelque chose demeure. Une gêne. Une sensation que certaines zones autour de l'esplanade n'ont pas livré tout ce qu'elles pourraient raconter. Pas parce qu'un complot mondial verrouille la vérité dans un coffre d'obsidienne. La réalité est plus banale, donc plus crédible. Les contraintes politiques, religieuses, diplomatiques, sécuritaires et patrimoniales sont telles qu'il est matériellement impossible de fouiller librement partout. Certaines zones sont trop sensibles, d'autres trop fragiles. D'autres encore trop chargées, symboliquement, pour qu'une intervention ne soit pas immédiatement interprétée comme un acte hostile. Résultat, il existe des limites réelles à la connaissance archéologique. Et ces limites ne sont pas seulement scientifiques. Elles sont humaines, institutionnelles, explosives. Voilà pourquoi les tunnels de Jérusalem produisent tant de récits. Parce qu'ici, l'inconnu ne vient pas seulement du passé. Il vient aussi du présent empêché. Il y a des endroits sur Terre où l'on ne sait pas, parce que le temps a détruit les preuves. À Jérusalem, parfois, on ne sait pas parce que personne n'ose, ou ne peut, aller vérifier jusqu'au bout. Et cette nuance change tout. Elle donne à chaque absence une texture particulière. Ce n'est pas le silence poussiéreux d'une civilisation disparue. C'est un silence maintenu à l'intérieur d'un lieu encore vivant. Imagine maintenant la ville, non plus vue du ciel, mais coupée en tranches, comme une maquette impossible. En haut, les toits, les dômes, les clochers, les minarets, les coupoles, les places, les flux de visiteurs, les prières, les policiers, les marchands, les pèlerins, les chats qui longent les murs sans demander l'avis de personne. En dessous, des niveaux, puis d'autres niveaux, puis d'autres encore. Des sols antiques deviennent les plafonds d'une époque suivante. Des citernes sont comblées. Des couloirs sont oubliés. Des fondations s'appuient sur des vestiges plus vieux qu'elles. Une ville comme celle-ci n'est pas simplement construite sur le temps. Elle est comprimée par lui. Et quand le temps comprime une ville, il fabrique des poches d'air, des poches de vide, des poches de doute. Certaines sont archéologiques, d'autres psychologiques. Parmi les structures qui nourrissent le plus l'imaginaire, il y a les vastes réservoirs souterrains, les citernes creusées ou aménagées pour stocker l'eau. À première vue, ce n'est pas très glamour. Une citerne n'a pas la réputation romanesque d'un tombeau ou d'une bibliothèque cachée. Et pourtant, dans une ville où l'eau conditionne tout, la citerne est un organe vital. C'est un ventre souterrain, un lieu de réserve, un espace conçu pour survivre aux ruptures, aux sécheresses, aux sièges. Et un espace de réserve peut toujours, dans certaines circonstances,
devenir un espace de dépôt. C'est là que la frontière entre utilitaire et secret devient trouble. Une citerne vide, après tout, c'est une cache rêvée. Pas pour l'éternité peut-être, mais pour un moment de crise, oui. De la même manière, certains escaliers souterrains ou certaines descentes anciennes ont alimenté l'idée de parcours rituel. Dans les mondes antiques, descendre n'est jamais neutre. Descendre, c'est se préparer, se purifier, se séparer du bruit de la ville. Dans un contexte sacré, le sous-sol n'est pas forcément l'envers du culte. Il peut en être le vestibule. Ce point est essentiel, parce qu'il empêche de voir les tunnels seulement comme des espaces clandestins. Certains ont pu être techniques, d'autres défensifs, d'autres encore liés indirectement à des préparations ou à des circulations en rapport avec le sacré. Et une fois que cette possibilité est admise, le public commence naturellement à imaginer des rites cachés, des processions réservées, des objets déplacés avant l'aube. Là encore, la prudence s'impose. Mais la prudence n'annule pas la puissance du décor, car tout à Jérusalem semble conçu pour faire naître la question de ce qui se passe à l'abri des regards. Même la roche y participe. La pierre de Jérusalem n'est pas seulement belle, elle est mémorable. Elle garde les entailles, les reprises, les joints, les différences de taille, les marques de réemploi. Un œil exercé peut parfois lire un mur comme on lit un palimpseste. Ici, un bloc plus ancien remployé. Là, une arcade reprise. Plus loin, une section modifiée, surélevée, élargie, bouchée. Or, si la surface est déjà un texte réécrit, que dire du dessous? Là où les reconstructions successives ont pu conserver, condamner ou détourner des espaces plus anciens sans jamais les effacer complètement. C'est pour ça qu'à Jérusalem, un tunnel n'est presque jamais juste un tunnel. Il est toujours au moins 3 choses à la fois: un fait de pierre, un problème d'interprétation et un générateur de récits. Certaines des histoires les plus troublantes ne viennent même pas d'objets retrouvés, mais d'objets absents. L'Arche d'Alliance, évidemment, domine toutes les autres absences comme un roi sans corps. Aucune relique perdue n'a produit autant d'hypothèses, autant de voyages, autant de mensonges assurés, autant de certitudes prononcées sur un ton assez ferme pour faire oublier qu'elle flotte dans le vide. A-t-elle disparu avant la destruction du premier temple? A-t-elle été emportée, cachée, détruite, déplacée vers un autre lieu? Rien n'est démontré. Mais parce qu'elle est associée dans l'imaginaire, au centre le plus sacré du sanctuaire, beaucoup refusent psychologiquement l'idée d'une perte simple. Il leur faut une géographie du retrait, une logique du secret, un lieu de repli sous la ville. Et quoi de mieux qu'un réseau souterrain dans la ville du temple pour accueillir une absence devenue presque plus puissante que n'importe quelle présence? Tu vois comment le piège se referme. Plus un objet est important, plus on veut croire qu'il n'a pas disparu banalement. Plus on veut croire cela, plus on imagine des tunnels. Plus on imagine des tunnels, plus chaque cavité réelle devient suspecte. Et plus chaque cavité devient suspecte, plus la ville semble nous dire qu'elle sait quelque chose. C'est presque injuste pour l'archéologie, car l'archéologie, elle, travaille lentement. Elle distingue, elle date. Elle compare des couches, des céramiques, des techniques de taille, des contextes stratigraphiques. Elle ne tombe pas à genoux dès qu'elle voit une voûte obscure. Elle ne murmure pas « arche d'alliance » à chaque marche usée. Elle vérifie, elle élimine, elle nuance. Mais la ville, de son côté, joue un autre jeu. Jérusalem récompense émotionnellement ceux qui pressentent un secret. Elle transforme la moindre ombre en promesse de révélation. Et soyons honnêtes, elle a de quoi. Parce qu'il y a bien eu des découvertes qui ont changé notre perception de ses profondeurs. Des conduits anciens,
des systèmes d'eau impressionnants, des rues ensevelies, des marches rituelles, des niveaux de circulation perdus, des mikvés, ces bains rituels juifs, dans certains secteurs liés au pèlerinage et à la pureté. Des espaces qui montrent combien la ville religieuse était aussi une machine logistique fine, avec ses préparations, ses flux, ses séparations. Chaque découverte concrète n'a pas seulement apporté une donnée, elle a aussi élargi l'horizon du possible. Et plus l'horizon du possible s'élargit, plus la question devient délicate. Où s'arrête le connu? Où commence le supposé? Et surtout, qui a intérêt à brouiller la frontière? Car Jérusalem n'est pas seulement peuplée de croyants et d'archéologues. Elle est aussi peuplée de narrateurs opportunistes, de gens qui comprennent qu'un lieu inaccessible attire l'autorité. Que celui qui affirme avoir vu un passage caché obtient immédiatement l'attention. Que celui qui jure posséder un plan secret gagne, pendant quelques minutes au moins, l'aura de celui qui sait. Il y a, autour des tunnels de Jérusalem, tout un écosystème de récits excessifs. Certains sont sincères, d'autres commerciaux, d'autres idéologiques. D'autres encore relèvent de la mythologie pure travestie en rapport de terrain. Le plus difficile, ce n'est donc pas seulement de chercher la vérité. C'est de survivre à l'abondance des gens qui prétendent l'avoir touché du doigt. Et parfois, au milieu de cette cacophonie, surgissent des détails étrangement tenaces. Une salle mentionnée ici puis là, jamais tout à fait de la même manière. Un accès signalé dans un ancien témoignage, mais introuvable ensuite. Une structure interprétée successivement comme citerne, comme carrière, comme sous-sol monumental, comme couloir, selon les époques et les auteurs. Rien d'assez net pour conclure. Rien d'assez faible pour disparaître. C'est la zone idéale pour la naissance des obsessions. Jérusalem excelle dans cette zone-là. Elle ne te donne pas assez pour fermer le dossier. Elle te donne juste assez pour t'empêcher de dormir. Et puis, il y a une autre dimension, moins souvent évoquée, mais peut-être encore plus troublante. Les tunnels ne servent pas seulement à cacher des choses. Ils servent aussi à fabriquer des trajectoires. Ils permettent de contourner la surface, d'éviter le regard public, de relier des points séparés par des obstacles politiques ou religieux. Dans une ville aussi fragmentée symboliquement, l'idée même d'un passage discret est électrisante. Un tunnel, c'est la promesse qu'il existe toujours un autre chemin que celui qu'on vous montre. Et l'être humain adore cette idée. Il adore penser que, derrière les cérémonies visibles, les véritables décisions ont lieu dans un couloir étroit, humide, éclairé par une lampe qui tremble. Est-ce une projection? Souvent, oui. Mais c'est une projection parfaitement adaptée à Jérusalem, parce que cette ville donne à chaque niveau de réalité la forme d'une parabole. La pierre y devient argument, l'eau y devient symbole, le sous-sol y devient conscience, et ce n'est pas fini. Car jusqu'ici, nous avons surtout parlé de structure, d'hypothèses, de fonctions possibles, de tensions religieuses et de mémoire comprimée. Mais plus on avance, plus un autre type de récit apparaît. Un récit moins architectural et plus dérangeant. Celui des trouvailles qu'on ne sait pas classer proprement. Des objets déplacés sans contexte clair. Des fragments qui semblent avoir été protégés, puis abandonnés. Des indices qui font penser non à une simple circulation, mais à une opération de dissimulation. Et quand une ville commence à ressembler non plus à un sous-sol, mais à une scène de retrait organisée, alors la question change brutalement. On ne demande plus seulement « Qu'est-ce qu'il y a sous Jérusalem ?» On commence à demander « Qui a eu le temps de cacher quoi ?» juste avant que l'histoire n'entre avec le feu. Ce qui rend Jérusalem presque insupportablement fascinante, ce n'est pas seulement ce qu'on y découvre,
c'est ce qu'on y découvre trop tard. Parce qu'une ville détruite peut encore parler. Mais une ville qui a eu le temps de cacher quelque chose avant d'être détruite, elle, parle d'une voix beaucoup plus inquiétante. À partir du moment où l'on accepte cette idée simple, presque banale, tout change. Un couloir souterrain ne ressemble plus seulement à un ouvrage pratique. Une citerne ne paraît plus simplement destinée à stocker de l'eau. Une salle taillée dans la roche, inaccessible depuis des siècles, ne semble plus être un volume oublié. Elle commence à ressembler à une décision. Et une décision enterrée est souvent plus puissante qu'un monument. Car un monument veut être vu. Une cache veut survivre au regard. C'est là que Jérusalem devient vertigineuse. Les grandes destructions de la ville n'ont pas seulement effacé des bâtiments. Elles ont créé des moments de compression extrêmes. Des instants où des hommes ont dû choisir, très vite, ce qu'il fallait abandonner, ce qu'il fallait défendre et ce qu'il fallait soustraire à l'ennemi. Or, l'histoire montre que les civilisations menacées ne réagissent pas toutes de la même manière. Certaines fuient avec leurs richesses, d'autres les enfouissent, d'autres encore détruisent elles-mêmes ce qu'elles ne veulent pas voir profané. Et parfois, dans le chaos, elles inventent une troisième voie, cachée sans jamais annoncer où. C'est ce troisième geste qui obsède tant les imaginations autour des tunnels de Jérusalem. Pas seulement le fait qu'un objet ait disparu, mais la possibilité qu'il ait été délibérément confié à la pierre. Sous cette lumière, même les détails les plus modestes changent de poids. Un escalier interrompu devient une fuite tronquée. Un renfoncement bouché ressemble à une mesure d'urgence. Une cavité trop régulière pour être naturelle, trop discrète pour être monumentale, peut soudain paraître conçue pour accueillir quelque chose de très précis. Et même quand l'archéologue reste prudent, même quand il rappelle qu'un espace ne prouve rien à lui seul, l'esprit humain fait très vite l'opération inverse. Il se dit, si cet endroit ne sert plus à rien aujourd'hui, alors il a peut-être servi à l'essentiel autrefois. C'est ainsi que naissent les récits de retrait sacrés. Ils sont partout, dans toutes les cultures menacées. Quand une ville sainte vacille, on imagine que ses gardiens ont tenté de sauver son noyau invisible, le mobilier le plus saint, les textes les plus sensibles, les listes de dons, les objets destinés au culte, les emblèmes, peut-être même certaines preuves embarrassantes si elles existaient, car il ne faut pas idéaliser le passé. Les sanctuaires ne protègent pas seulement le sacré, ils protègent aussi l'autorité. Et tout système d'autorité accumule tôt ou tard des choses qu'il préfère ne pas exposer au grand jour. Imagine alors le décor. Une nuit de crise, des rumeurs de siège. Les autorités religieuses savent qu'il ne reste peut-être que quelques heures ou quelques jours. Tout sauver est impossible. Il faut choisir. Un petit groupe descend. Il connaît un accès que la foule ignore. Il emporte non pas ce qui brille le plus, mais ce qui compte le plus. Et là, le récit bifurque. Car qu'est-ce qui compte le plus dans une ville comme Jérusalem? L'or? Pas forcément. L'or se remplace. Ils font. Ils se refont. Ils changent de maître avec une facilité humiliante. Un texte, en revanche, peut devenir une bombe à retardement. Un inventaire peut prouver l'existence d'objets perdus. Une correspondance peut révéler un conflit théologique. Une version antérieure d'un rituel peut faire trembler des siècles d'interprétation. Une simple tablette administrative peut montrer que le monde sacré était aussi un monde de gestion, de compromis, d'argent, de pouvoir. Et si l'on voulait sauver quelque chose au bord de l'anéantissement, il n'est pas absurde de penser qu'on sauverait d'abord ce qui pourrait reconstruire l'ordre plus tard. Autrement dit,
la mémoire avant le métal. C'est pour cette raison que certaines hypothèses modernes, même lorsqu'elles semblent extravagantes, conservent un noyau psychologique crédible. L'idée que des objets ou des archives aient pu être soustraits aux destructions ne relève pas du pur délire. Ce qui devient spéculatif, c'est la précision des récits, la certitude des localisations, la promesse quasi publicitaire de découvrir demain matin une chambre inviolée contenant la réponse à tout. Là, on quitte l'histoire pour entrer dans la fin de miracle. Mais Jérusalem nourrit cette fin comme peu d'endroits au monde. Parce qu'ici, le moindre fragment réel paraît annoncer un ensemble plus vaste. Un conduit d'eau suggère un réseau. Un réseau suggère des accès. Des accès suggèrent des zones de service. Des zones de service suggèrent des lieux réservés. Et des lieux réservés suggèrent aussitôt des dépôts, des passages de prêtres, des déplacements clandestins, des secrets. Tu sens le glissement? Il est presque naturel. Il est même tellement naturel qu'il faut un effort constant pour ne pas le confondre avec une démonstration. Pourtant, certains indices ont bel et bien quelque chose de troublant. Dans l'histoire de Jérusalem, plusieurs époques ont laissé des traces de caches improvisées, d'objets enfouis, de retraits précipités, de lieux réutilisés pour protéger provisoirement des biens, des textes ou des personnes. Rien d'étonnant. Une ville assiégée, prise, reprise, punie, sacralisée, reconfigurée, produit fatalement une archéologie de l'urgence. Et cette archéologie de l'urgence est l'une des clés les plus importantes pour comprendre pourquoi les tunnels fascinent autant. Un tunnel n'est pas seulement pratique en temps normal. Il devient génial en temps de panique. Il permet le déplacement discret, il protège du regard, il offre une fraîcheur relative. Il connecte des zones sans passer par les axes visibles. Il peut servir à cacher, à fuir, à stocker, à négocier, à attendre. Sous la pression de l'histoire, le souterrain devient un instrument de survie. Mais à Jérusalem, ce qui survit n'est pas toujours neutre. Voilà ce qui rend les récits si chargés. Dans une ville ordinaire, retrouver une salle cachée serait une affaire d'archéologie. Ici, cela pourrait devenir une affaire d'identité collective. Supposons qu'une petite pièce murée, jusque-là inaccessible, livre demain des inscriptions nettes, datables, en lien direct avec une période clé du temple. Même sans trésor, même sans reliques spectaculaires, l'impact serait immense. Parce qu'à Jérusalem, les questions de datation, de continuité, d'usage rituel et de topographie sacrée ne sont jamais seulement académiques. Elles nourrissent des visions du monde. C'est pour cela que certaines découvertes inquiètent avant même d'être comprises. La ville n'attend pas leur interprétation scientifique, elle anticipe déjà leur usage, et parfois, le plus dérangeant n'est pas ce qu'une découverte prouve, mais ce qu'elle rend soudain plausible. Prenons un exemple de logique, pas de sensationnalisme. Si l'on admet qu'autour des zones les plus sacrées existaient des circulations de services, des installations hydrauliques sophistiquées, des espaces de préparation et des sous-structures complexes, alors l'idée qu'une partie de ces volumes ait aussi été mise à profit dans des moments de crise devient raisonnable. Cela ne prouve pas l'existence d'une chambre remplie de reliques. Mais cela détruit l'argument paresseux selon lequel tout récit de dissimulation serait absurde. Non, il n'est pas absurde. Il est simplement, pour l'instant, non démontré dans ses versions les plus ambitieuses. Et c'est précisément ce genre de nuance que les récits populaires détestent. La nuance ne fait pas battre le cœur assez vite. Alors on l'élimine. On remplace la possibilité par l'annonce, l'indice par la révélation, le contexte par le symbole. C'est ainsi que le sous-sol de Jérusalem a fini par attirer toutes sortes de projections, y compris les plus étranges. Certaines parlent de reliques perdues,
d'autres de documents explosifs. D'autres encore vont plus loin et imaginent que des groupes postérieurs, bien après l'Antiquité, auraient continué à utiliser certains accès ou à rechercher certains lieux. Croisés, ordres religieux, autorités locales, sociétés secrètes de papier, collectionneurs fanatiques, aventuriers en quête de preuves absolues, tout le monde finit par entrer dans le récit. Parce que le tunnel, dans l'imaginaire, possède une qualité unique. Il autorise la continuité secrète. Il permet de croire qu'une mission cachée a traversé les siècles sous les pieds des empires. Et cette idée est terriblement séduisante. Elle donne au temps une colonne vertébrale clandestine. Comme si, malgré les destructions, malgré les conquêtes, malgré les changements de langue, de religion, d'administration, une volonté silencieuse avait persisté dessous, d'époque en époque, gardant le fil d'un secret plus ancien que tous les drapeaux. Est-ce vrai? Peut-être pas de cette manière romanesque, mais ce fantasme dit quelque chose de juste sur Jérusalem. La ville donne réellement l'impression que rien n'y disparaît tout à fait. Les choses changent d'étage. Elles passent du visible à l'enfoui, du public au disputé, du documenté au soupçonné. C'est aussi pour cela que tant de gens parlent de ville sous la ville, avec une intensité presque mystique. Ils ne désignent pas seulement un ensemble de cavités, ils désignent une seconde version du réel. Une version qui ne s'offre pas immédiatement, qui résiste, qui exige des clés, des permissions, des risques et peut-être aussi une certaine préparation intérieure. Cela paraît excessif, presque poétique, mais Jérusalem pousse naturellement vers ce vocabulaire. Ici, descendre n'est jamais purement spatial. C'est aussi symbolique. On a toujours l'impression que plus on s'enfonce, plus on approche non seulement du passé, mais d'un niveau moins diplomatique de la vérité. Et c'est là que le sujet devient vraiment troublant, parce que toutes les vérités qu'on espère trouver sous terre ne seraient pas forcément consolantes. On parle souvent des tunnels comme s'ils devaient révéler quelque chose de glorieux, un trésor sauvé, une preuve éclatante, une continuité sacrée, une confirmation magnifique. Mais il existe un autre scénario, beaucoup plus réaliste et bien moins confortable, celui où les souterrains révèlent surtout la part humaine, donc imparfaite, des systèmes sacrés, des improvisations, des peurs, des contradictions, des arrangements, peut-être des luttes internes, peut-être des transferts d'objets que l'on préférerait aujourd'hui ne pas regarder de trop près. En d'autres termes, et si les tunnels ne cachaient pas un miracle, mais la preuve que même les lieux les plus saints ont dû, un jour, penser comme des forteresses assiégées? Cette idée-là change complètement la couleur du mystère. Elle le rend moins magique, mais infiniment plus crédible et presque plus dérangeant, parce qu'un sanctuaire parfait rassure. Un sanctuaire qui a dû cacher, déplacer, protéger, négocier avec le désastre, lui, devient soudain profondément humain. Or, rien n'inquiète plus certaines imaginations qu'un sacré rendu humain. C'est peut-être pour cela que tant de récits préfèrent l'éclat des reliques à la banalité tragique des archives. Une archive dit trop de choses à la fois. Elle montre les mécanismes. Elle relie le rite à la gestion, le sublime aux pratiques, la foi à l'organisation. Une archive peut raconter qui a décidé, qui a signé, qui a déplacé quoi et pourquoi. Elle fait entrer de l'administration dans le sacré. Et cette intrusion de la gestion dans le mystère est, pour beaucoup, une profanation esthétique. Pour l'historien, au contraire, c'est un festin. Car l'histoire réelle se cache souvent là, pas dans l'objet le plus scintillant, dans le document le plus sobre. Un reçu, une liste, une mention de réparation, une note sur une réserve d'huile, d'encens, de métaux, d'eau,
une consigne d'accès, un relevé de travaux souterrains, une correspondance sur un danger. Tu imagines l'effet d'une telle découverte sous Jérusalem? Pas forcément spectaculaire à l'image, mais dévastatrice par ses implications. Soudain, on ne serait plus dans la légende générale, on entrerait dans la précision. Et la précision est l'ennemi naturel des mythes confortables. Peut-être est-ce pour cela que les légendes autour des tunnels résistent si bien. Elles maintiennent le mystère à la bonne distance, assez proche pour exciter, assez flou pour ne jamais être humilié par le détail. Car le détail tue beaucoup de fantasmes, mais il en crée parfois de plus subtils encore. Regarde ce paradoxe. Plus les archéologues comprennent la complexité réelle de Jérusalem souterraine, moins il devient absurde d'imaginer que certaines fonctions nous échappent encore. Pas forcément des fonctions fantastiques, des fonctions simplement perdues. Une salle de stockage devenue énigme, une voie de circulation dont le point d'aboutissement a disparu. Une structure réutilisée tant de fois que sa destination première s'est brouillée. Une pièce devenue citerne, puis dépôt, puis oubli. À force de réemploi, la ville fabrique des objets archéologiques qui ressemblent à des phrases coupées au milieu. Et l'esprit humain déteste les phrases coupées. Il veut leur inventer une fin. C'est exactement ce que produisent les tunnels de Jérusalem. Des débuts de récits, des amorces, des promesses de conclusion qui se retirent juste au moment où l'on croit les saisir. On entre dans un passage et le passage s'interrompt. On identifie une logique hydraulique, puis on tombe sur un aménagement qui semble appartenir à une autre époque. On croit comprendre, puis une couche postérieure déplace le sens. C'est une ville qui ne se laisse pas raconter d'un seul bloc, et peut-être que son secret tient là, pas dans un objet central caché quelque part, comme dans une aventure simplifiée, mais dans le fait que son sous-sol conserve plusieurs histoires incompatibles à la fois. Une histoire de survie, une histoire de culte, une histoire de pouvoir, une histoire de peur, une histoire de réécriture, une histoire de retrait. Tout cela entassé, recouvert, traversé, parfois scellé, parfois rouvert, parfois revendiqué par des mémoires qui ne veulent pas partager la même profondeur. Alors oui, la question « Que cachent les tunnels secrets sous Jérusalem ?» mérite peut-être une réponse moins spectaculaire et plus inquiétante. Ils cachent peut-être moins un trésor unique qu'un mécanisme, le mécanisme par lequel une ville sacrée protège ce qu'elle ne peut pas exposer. Le mécanisme par lequel les siècles enterrent non seulement des pierres, mais des intentions. Le mécanisme par lequel chaque destruction oblige les vivants à choisir ce qui doit descendre dans l'ombre pour avoir une chance de remonter un jour. Et dans la suite, ce mécanisme va devenir encore plus troublant, parce qu'on va approcher les récits les plus dérangeants de tous. Ceux qui parlent non seulement de cache et de passage, mais d'entrées refusées, de secteurs qu'on contourne, de zones qu'on décrit à voix basse, et de cette idée glaçante qu'à Jérusalem, certaines profondeurs ne sont peut-être pas célèbres parce qu'on les a trouvées, mais parce qu'on a très bien compris qu'il valait mieux ne pas les ouvrir complètement. Il existe des lieux où l'interdit protège un secret. Et il existe des lieux où l'interdit protège surtout le monde de ce que le secret pourrait déclencher. À Jérusalem, cette nuance change tout, car plus on avance vers le cœur du mystère, plus une idée cesse de paraître extravagante et commence à devenir presque raisonnable. Certaines profondeurs ne sont pas seulement inconnues parce qu'on ne les a pas encore explorées. Elles le sont aussi parce que leur exploration complète coûterait peut-être trop cher, non pas en argent, mais en conséquences. C'est cela, au fond, la dernière couche du problème. On aime croire que les tunnels secrets sous Jérusalem excitent les passions
parce qu'il pourrait contenir des merveilles. Mais si ce n'était pas la bonne lecture, et s'il dérangeait surtout parce qu'il pourrait contenir quelque chose d'incompatible avec les équilibres que la surface tente péniblement de maintenir, pense à cette ville comme à un organisme ancien, fragile, nerveux. Tout y est relié à tout. Une pierre déplacée peut toucher une mémoire. Une mémoire touchée peut réveiller une revendication. Une revendication peut rallumer une colère. Et une colère, à Jérusalem, ne reste jamais longtemps purement symbolique. Voilà pourquoi les zones souterraines les plus sensibles ne sont pas seulement archéologiques. Elles sont diplomatiques, théologiques, identitaires, presque psychiatriques, tant elles activent des couches profondes de désir, de peur, de légitimité, de blessures anciennes. Dans un tel contexte, la question n'est plus seulement « qu'y a-t-il en bas ?» Elle devient « sommes-nous capables de supporter ce que « en bas » viendrait faire « en haut ?» Parce que c'est toujours comme ça que les choses se passent ici. Le sous-sol ne reste pas dans le sous-sol. Tout ce qui sort de terre à Jérusalem remonte immédiatement dans les discours, dans les journaux, dans les sermons, dans les accusations, dans les récits nationaux, dans les rêves messianiques, dans les peurs de profanation, dans les imaginaires apocalyptiques. Aucune découverte n'y est jamais petite très longtemps. Même une marche usée peut devenir un argument. Même un fragment d'inscription peut devenir un drapeau. Même un vide souterrain peut devenir une menace. C'est pour cela que certains accès fascinent autant. Pas forcément parce qu'ils sont immenses. Parfois, au contraire, parce qu'ils sont étroits, discrets, frustrants. Une descente partiellement condamnée, une porte bouchée, un couloir qui s'interrompt, une salle mentionnée dans un rapport ancien puis décrite autrement quelques décennies plus tard, une zone que l'on sait proche d'un point hautement sensible, mais qu'on n'approche plus avec la même liberté. Ce sont ces lieux-là qui alimentent les récits les plus tenaces. Et il faut bien le reconnaître. Il existe, autour de Jérusalem, toute une atmosphère de seuil. On a le sentiment constant d'être à quelques mètres de quelque chose. Pas forcément d'un trésor, encore une fois. Peut-être d'un changement de compréhension. Peut-être d'une preuve partielle. Peut-être d'un lien entre des structures que l'on croyait séparées. Peut-être simplement d'un détail qui ferait basculer la carte mentale du lieu. Parfois, l'histoire ne se retourne pas grâce à une relique spectaculaire. Elle se retourne à cause d'un raccord, un mur qui rejoint un autre, une galerie qui s'oriente différemment de ce qu'on pensait, une maçonnerie réemployée, une cavité qui montre qu'un espace n'était pas une fin, mais un passage. Le genre de découverte qui n'impressionne pas forcément un touriste, mais qui empêche un spécialiste de dormir pendant 6 mois. Or, Jérusalem est justement remplie de raccords potentiels. C'est pour cela que la ville donne cette impression si particulière d'être à moitié connue. Pas au sens banal, où il resterait seulement quelques fouilles à terminer. Non, à moitié connue. Parce que certaines de ces vérités dépendent moins de ce qu'on a déjà mis au jour que de ce qu'on pourrait enfin relier entre elles. Et c'est là que surgit une hypothèse plus subtile, mais peut-être plus forte que toutes les histoires de coffres et de reliques. Les tunnels sous Jérusalem cachent peut-être surtout une architecture de la continuité. Non pas la continuité simple d'un secret parfaitement gardé pendant des siècles par une fraternité dramatique aux capuches trop propres pour être honnêtes, mais une continuité plus réaliste, plus organique, plus humaine. Des usages qui se succèdent, des fonctions qui migrent, des accès qui changent de maître, des espaces conçus pour l'eau, réutilisés pour le stockage, des lieux de service devenus lieux de refuge,
des cavités ordinaires devenues extraordinaires à cause des événements, des passages neutres transformés en mémoire sacrée par ce qu'on y a fait dans l'urgence. Autrement dit, le secret de Jérusalem n'est peut-être pas d'avoir un seul grand secret. C'est d'avoir appris, siècle après siècle, à transformer n'importe quel espace protégé en lieu de survie symbolique. Voilà pourquoi les tunnels y importent autant. Ils ne sont pas seulement des trous sous la ville. Ils sont la preuve matérielle que cette ville a toujours pensé en termes de réserve, de retrait, de circulation cachée, de second niveau. Une ville exposée à tant de convoitises finit fatalement par développer une intelligence de l'ombre. Et une intelligence de l'ombre laisse des traces. Certaines sont très concrètes. Les systèmes hydrauliques, les citernes, les sous-structures, les rues ensevelies, les bains rituels, les arches et les volumes de soutènement montrent déjà une Jérusalem beaucoup plus souterraine qu'on ne l'imagine depuis la surface. D'autres traces sont plus ambiguës. Elles apparaissent dans les récits anciens, dans les notations d'explorateurs, dans les descriptions hésitantes, dans les zones mal classées, dans les désaccords d'interprétation. Et c'est précisément au point de contact entre la pierre et l'ambiguïté que le mystère devient presque électrique, car l'ambiguïté n'est pas un vide, c'est une invitation. Elle attire les croyants, les sceptiques, les romanciers, les idéologues, les chercheurs honnêtes, les chasseurs de sensationnels, les rêveurs et les manipulateurs. Tous se précipitent dans la même fissure, mais chacun en ressort avec un récit différent. L'un y voit la preuve d'une continuité sacrée. L'autre, la trace d'un pouvoir ancien jaloux de ses accès. Un troisième, l'écho d'opérations de dissimulation pendant une crise. Un quatrième, un simple enchevêtrement de structures mal comprises. Et le plus ironique, c'est qu'à Jérusalem, ces récits peuvent tous contenir, chacun à leur façon, une part de vérité. C'est peut-être pour ça que le sujet résiste si bien à l'épuisement. D'habitude, un mystère finit par se dégonfler. Soit on trouve, soit on ne trouve pas, soit le fantasme meurt. Ici, non. Jérusalem absorbe les révélations sans perdre sa capacité à produire d'autres questions. Chaque découverte ferme une porte et en dessine deux autres à côté. C'est presque une machine à fabriquer de l'inachevé. Et c'est cette incomplétude qui, au fond, fait la singularité de ces tunnels. Ils ne sont pas seulement mystérieux parce qu'ils sont cachés. Ils le sont parce qu'ils sont pris dans une ville qui ne peut pas être totalement lue d'un seul point de vue. Tu peux venir avec la foi. Tu trouveras des traces qui semblent lui parler. Tu peux venir avec l'archéologie. Tu trouveras des couches, des dates, des usages, des réemplois, des contraintes, des ruptures. Tu peux venir avec la politique. Tu verras aussitôt que chaque excavation est aussi un geste narratif. Tu peux venir avec le goût du mythe. Tu seras servi. Mais aucune de ces approches n'absorbe complètement les autres. Et c'est ce qui rend le sous-sol de Jérusalem si dérangeant pour l'esprit moderne, qui adore les réponses nettes, les documentaires propres, les conclusions fermées comme des tiroirs. Jérusalem ne ferme rien proprement. Elle superpose, elle décale, elle conserve des morceaux, elle laisse des angles morts, elle autorise parfois une découverte, puis retire la possibilité de pousser plus loin. Elle donne un fragment avec une main et reprend le contexte avec l'autre. Comme si la ville elle-même refusait de livrer une version définitive de ce qu'elle est. Alors, que cachent vraiment les tunnels secrets sous Jérusalem? À ce stade, la réponse la plus honnête n'est peut-être pas la plus spectaculaire, mais elle est probablement la plus forte. Il cache d'abord le fait que Jérusalem a toujours vécu avec la conscience qu'un jour il faudrait sauver quelque chose du désastre. Il cache la mémoire physique de cette préparation. Il cache des solutions imaginées
par des vivants qui savaient que la surface pouvait être perdue. Il cache le génie pratique des anciens, capable de transformer la roche en protection, en eau, en circulation, en attente. Il cache la possibilité que certains objets, certains textes, certaines preuves, certaines décisions aient été déplacés, non pour nourrir une légende future, mais simplement pour traverser une nuit de plus. Il cache aussi, et peut-être surtout, nos propres projections. Car ce que chacun cherche sous Jérusalem révèle souvent davantage ce qu'il espère du passé que ce que le passé est prêt à lui donner. Certains veulent y trouver la confirmation de leur récit, d'autres la chute du récit adverse, d'autres encore un vertige pur, quelque chose qui dépasse l'histoire et ressemble à une respiration sacrée sous la pierre. Mais Jérusalem ne donne jamais exactement ce qu'on demande. Elle donne autre chose, quelque chose de plus compliqué, de plus rugueux, de plus vrai, peut-être. Une ville qui a eu peur, une ville qui a prié, une ville qui a stocké l'eau comme si le ciel pouvait se fermer, une ville qui a construit des passages comme si le regard humain était déjà un danger, une ville qui a enterré des niveaux entiers d'elle-même sans pour autant les abolir. Une ville qui a appris qu'on survit parfois non pas en exposant ce qu'on possède, mais en acceptant qu'une partie du sens descende dans l'ombre. Et c'est ici que le sujet prend son dernier virage. Parce qu'au fond, les tunnels de Jérusalem posent une question qui dépasse Jérusalem. Qu'est-ce qu'une civilisation choisit de mettre à l'abri quand elle sent que le monde visible ne tiendra pas? Elle peut sauver ses richesses, elle peut sauver ses armes, elle peut sauver ses symboles. Mais si elle est vraiment lucide, elle essaie de sauver ce qui lui permettrait de se raconter encore après la catastrophe, sa mémoire, sa structure, son langage, la logique intime qui la fait tenir. Et c'est peut-être cela que les profondeurs de Jérusalem renferment encore, sous une forme ou sous une autre, non pas seulement des objets, mais des tentatives de continuité, des gestes faits contre l'effacement, des décisions prises à la frontière entre la foi et la panique. Ce n'est pas aussi simple qu'un trésor, c'est mieux, c'est humain, et c'est précisément pour cela que c'est si bouleversant. Parce qu'en écoutant ces histoires de galeries, de citernes, de conduits, de chambres supposées, d'escaliers qui s'interrompent et de portes qu'on n'ouvre pas, on finit par comprendre que le véritable mystère n'est peut-être pas enfoui sous la ville. Le véritable mystère, c'est la ville elle-même. Le fait qu'elle continue, malgré tout, à vivre à la surface d'autant de couches blessées. Le fait qu'elle oblige sans cesse le monde à négocier avec des absences. Le fait qu'elle transforme la pierre en mémoire et la mémoire en champ de tension. Le fait qu'elle ne cesse jamais tout à fait de nous demander « Si vous pouviez ouvrir la dernière porte, seriez-vous vraiment prêt à accepter ce qu'elle changerait ?» Car nous prétendons souvent vouloir la vérité, mais seulement jusqu'au moment où la vérité menace l'architecture émotionnelle dans laquelle nous avons appris à habiter. Sous Jérusalem, ce danger est permanent. Une découverte pourrait magnifier un récit, oui, mais elle pourrait aussi le nuancer, le déplacer, le rendre plus humain, moins triomphal, moins net. Et c'est parfois cela que l'on redoute le plus. Pas le mensonge, la complexité. C'est pourquoi tant de portes, réelles ou symboliques, restent fermées. Pas forcément parce qu'un trésor fabuleux dort derrière, mais parce qu'ouvrir certaines profondeurs, dans une ville où tout signifie trop, reviendrait à libérer une quantité de conséquences que personne ne sait vraiment gouverner. Et peut-être qu'au fond, c'est cela, le plus grand secret des tunnels de Jérusalem. Ils ne protègent pas seulement le passé,
Il protège le présent contre la violence qu'un certain passé pourrait encore exercer sur lui. Alors, la prochaine fois que tu entendras parler d'un couloir oublié sous la vieille ville, d'une cavité murée près d'un lieu saint, d'une salle dont l'interprétation change selon les époques, ou d'un accès qu'on préfère contourner plutôt qu'expliquer, souviens-toi de ceci. Dans cette ville, le silence n'est pas vide. Il est chargé de prudence, chargé de mémoire, chargé de peur, chargé d'espérance aussi, parfois, et c'est pour ça qu'il résonne si fort. Merci d'avoir descendu avec moi ces profondeurs de pierre, d'histoire et de vertige. Si ce voyage sous Jérusalem t'a troublé, intrigué, ou simplement donné envie de regarder autrement les lieux que l'on croit connaître, alors c'est peut-être que la ville a déjà fait son travail sur toi, parce que Jérusalem ne livre pas facilement ses secrets. Elle les laisse remonter très lentement, comme l'eau dans une ancienne citerne, à peine visible d'abord, puis impossible à ignorer. Et peut-être que le plus étrange, au fond, n'est pas ce qui dort encore sous ses fondations. C'est le fait qu'après tant de siècles, nous continuions tous à tendre l'oreille, comme si la pierre, là-dessous, n'avait pas tout à fait fini de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau voyage au bord de l'invisible.